Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, une nouvelle semaine de Palisa et une nouvelle invitée, c'est Julia Tiberi, bonjour. Bonjour. Julia Tiberi, on va parler de vous depuis votre enfance, c'était il n'y a pas si longtemps en fait, C'était il y a presque 38 ans quand c'était il y a même. presque 38 ans, il n'y a pas tellement longtemps, allez. Donc vous êtes né quel jour, quel mois, quel endroit? Je suis née le 9 octobre 1981 à Nice. À Nice. Donc les premières années de vie se passent là-bas? Oui, elle se passe là-bas, notamment pour des raisons familiales, puisque mes parents se séparent très tôt. Et du coup, je reste avec ma mère qui rejoint ses parents. Et donc, on habite chez mes grands-parents à Nice. Donc vous êtes né là-bas Oui, et vous avez passé votre prime enfance là-bas. oui, toute ma scolarité, hein. Quels souvenirs vous gardez de ces premières années de vie? Que des bons souvenirs, une famille très aimante, un schéma familial, disons, pas forcément classique, puisque justement, donc, l'histoire, la vie a fait que nous étions chez mes grands-parents. Ma mère était très jeune, elle travaillait beaucoup, et finalement, je me suis installée chez mes grands-parents à l'âge de 5 ans, et j'ai vécu à demeure chez eux pendant des années et des années. Beaucoup de boulot pour maman donc. Oui. Ouais. Vous êtes fille unique, Alors du côté maternel, je suis fille unique et du côté paternel, j'ai 2 demi-frères et une demi-sœur. donc une famille recomposée, agrandie. Recomposée plusieurs fois et agrandie, oui. Quelle petite fille étiez-vous? Alors, à en croire ce que dit ma mère, j'étais une petite fille plutôt active, une petite fille vive, mais a priori plutôt gentille. Plutôt gentille. Cette vie chez les grands-parents à partir de 5 ans, c'est quelque chose qui vous a convenu? C'est Ah, sur lequel vous vous êtes interrogé? Pas du tout, c'était naturel. Interroger, oui, certainement, parce qu'encore une fois, c'était un schéma qui était un peu inhabituel, surtout à l'époque, parce qu'aujourd'hui, finalement, bon, des petits-enfants dont les parents sont séparés, etc., c'est plutôt malheureusement devenu presque la généralité. Je dirais à l'époque, c'était pas le cas. Donc oui, je me suis interrogée, mais en tout cas jamais. Enfin, je pense que j'aurais pas pu espérer avoir mieux, puisque j'ai été. Enfin, mes grands-parents, voilà, sont des gens formidables et j'ai eu beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Alors un milieu modeste, puisque donc nous étions, enfin ils y sont toujours. Enfin ma grand-mère dans un quartier populaire de l'ouest de Nice. Donc des conditions matérielles modestes, mais en tout cas, en revanche, enfin, une Beaucoup affection, d'amour. beaucoup d'amour, beaucoup de... Ouais. Les premières amitiés, c'est là-bas aussi. Oui, des amis d'enfance que j'ai encore à l'heure actuelle. Et les premières journées d'école. Vous aimiez l'école? Oui, j'aimais beaucoup l'école. Alors, j'ai pas le souvenir, très honnêtement, de mes premiers jours d'école, ni même d'ailleurs trop de mes premières années, mais j'ai le souvenir d'avoir toujours aimé l'école, jamais rechigné à y aller. C'était plutôt un plaisir. Qu'est-ce qui vous plaisait à l'école? Plutôt littéraire, plutôt En un peu termes, tout. en termes De matière. de matière, petite, bon, je pense que j'aimais tout. J'ai le souvenir en revanche de ne pas avoir aimé faire la sieste. Je faisais jamais la sieste. Je vous dis, j'étais plutôt active. Donc toute petite, c'est la seule chose qui me perturbait un peu à l'école. Mais je pense que j'aimais plutôt... Enfin, j'aimais tout. Est-ce qu'il y a un instituteur, une institutrice, un professeur des écoles qui vous a particulièrement marqué? Alors ça plus tard, parce que c'est vrai que bizarrement, j'ai pas vraiment enfin, j'ai pas de souvenir précis de la Du maternelle primaire. ou du primaire. Enfin, je me souviens de mes maîtresses en primaire, mais j'ai pas voilà, de souvenir de quelqu'un qui m'aurait particulièrement marqué. Après ça, c'est arrivé au collège, oui. Vous reveniez en Corse pour les vacances? Oui, toutes les vacances au village, chez mes grands-parents, chez mon père, De quel village? de Mel, en Altaroc. On parle de vous dans cette émission Palisa, donc les premières années à Nice avec maman, et puis pour les vacances, on vient en Corse avec papa et les grands-parents paternels à Mel, Oui, de Talanne, d'Italane, oui. en Alta Rocca. Là aussi, quel souvenir? Plutôt la liberté?
Oui, que des bons souvenirs et effectivement vraiment des souvenirs de liberté puisque donc c'est évidemment très différent de Nice. Nous étions enfin livrés à nous-mêmes dans le bon sens du terme, c'est-à-dire libres avec les copains, avec mes cousins germains, avec mon frère avec lequel j'ai très peu d'écart. Et puis plus tard, quand mon petit frère et ma petite sœur sont arrivés, également avec mes oncles, mes tantes. C'est des vacances familiales, amicales, la rivière, le fleuve, la montagne, etc. Que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Et puis vous vous dites, on est mieux ici ou ça vous dérange pas de repartir finalement? Je pense que j'étais bien, j'étais effectivement très bien quand j'étais là. J'étais aussi très bien à Nice, donc avec mon autre famille. Et après, bon, finalement, j'ai fait le choix de venir m'installer ici et il n'y a pas une seconde durant laquelle je regrette ce choix. Alors, on en parlera. Là, on va parler des années collège où là, vous disiez un peu plus de souvenirs marquants. Collège, lycée. Oui, alors à cette époque-là, donc je suis toujours dans notre quartier d'origine, donc je vous le disais, un quartier très populaire de l'ouest de Nice, donc dans un collège populaire, un collège très mixte, notamment au niveau social. Donc je pense que c'était des années voilà, durant lesquelles on apprend à avoir un peu l'esprit ouvert, on apprend la mixité sociale, on apprend aussi un peu à se débrouiller, on apprend un peu à être armé, je pense, dans la vie. Enfin, c'est tout, je pense, les bons côtés justement des quartiers populaires. On apprend à se défendre. Oui, on apprend à se défendre, je vous dis, à se débrouiller et à faire un peu ses armes. Qu'est-ce que vous faisiez en dehors du collège, du sport Je faisais beaucoup de sport, ouais. J'ai commencé la gym aux Agrès lorsque j'avais 6 ans. Et j'en ai fait une bonne dizaine d'années jusqu'au moment où j'ai été blessée. J'ai fait une rééducation assez longue et après, j'ai pas repris le sport. Après, j'avais un peu plus envie de sortir, les copains, les copines, etc. J'en ai fait très longtemps. Quel ado était Julia ? Julia, c'était une ado un peu rebelle, toujours vive, active, donc l'école, le sport, les copains, les copines, etc. Alors à l'école, en revanche, j'ai jamais posé de difficultés, on n'a jamais eu besoin. Alors on était derrière moi pour me dire qu'il fallait travailler, etc. Bon, mais jamais vraiment de drame ou de crise au niveau de l'école. En revanche, une ado éprise de liberté, qui supportait pas très bien déjà à l'époque l'autorité, quelle qu'elle soit. Donc voilà, sage, mais un petit peu rebelle. Un petit peu rebelle, ça se matérialisait comment ? Ça s'est matérialisé avec une belle crise d'adolescence et la damnation de ma mère et de mes grands-parents pendant quelques années. Quelques années. Donc ensuite, on arrive au lycée. Est-ce que là, vous arrivez dans une matière de prédilection ? Est-ce que vous êtes plutôt littéraire ? Oui, j'étais plutôt littéraire, oui. Alors, bizarrement, je faisais aussi des maths, puisque au lycée, j'avais pris une option maths, et je crois même une seconde option maths appliquée, où j'ai un vague souvenir. Mais ma matière de prédilection, c'était plutôt les lettres, effectivement. Et donc, on arrive dans cette section de lettres. Oui. Vous saviez déjà ce que vous vouliez faire ? Oui, je pense que je l'ai quasiment toujours su. J'ai le souvenir au collège d'avoir une période pendant laquelle je voulais être vétérinaire. Donc j'avais fait mon stage chez un vétérinaire en 3e ou en 4e. Et ensuite, j'ai pas d'autre souvenir que de celui d'avoir voulu être avocat. Vous avez toujours voulu être avocat. Pourquoi ? Écoutez, je l'explique pas vraiment. Après, j'ai peut-être quelques pistes de réflexion qui me sont très personnelles, mais c'est vrai, je vous dis, déjà, de par la personnalité, j'ai toujours été éprise de liberté. L'injustice, ça m'a toujours été insupportable. J'ai toujours été éprise aussi d'égalité, donc d'égalité, sans être du tout une féministe, mais entre les hommes et les femmes, d'égalité sociale, etc. J'ai grandi au sein d'une famille très politisée, une famille syndicaliste, etc. Et je pense que tout ça a grandement joué sur mon choix et mes aspirations. Donc vous passez le bac et vous allez en droit ? Oui. Directement ? Directement, très naturellement. Très naturellement. Les études se passent où ? Les études se passent à Nice. Jusqu'à la prépa, je fais un petit détour par Aix et ensuite à Marseille pour l'école d'avocat.
Comment ça se passe, ces années de droit? Ça se passe bien, ça... Oui, ça se passe bien. Bon, la première année, c'est un loupé total parce que bon, là, c'est voilà, l'arrivée en fac, donc encore plus de liberté, etc. On Bon, sort un peu trop. on sort un peu trop, on travaille pas suffisamment. Donc bon, la première année, c'était vraiment un loupé. Et ensuite, ça se passe plutôt bien. Après, je suis plutôt du genre à... Bon, je profitais évidemment en dehors de la fac. Je travaillais aussi durant mes années de fac, le soir et le week-end. Et généralement, je consacrais un mois et demi avant les examens à ces derniers. La première année loupée, vous vous dites finalement, je risque de passer à côté de ce que j'ai vraiment envie de faire. Et puis... Oui, bon, je pense que j'en fais pas, à l'époque, j'en fais pas une maladie non plus. Alors bon, c'est le premier échec sur un plan scolaire, donc ça me fait quand même quelque chose. Et effectivement, je pense que, à tout le moins inconsciemment, ça m'a fait réagir, puisque derrière, ça n'est plus jamais arrivé. Mais bon, je pense que j'avais pas forcément non plus trop de doutes ou d'appréhension sur la suite des études. Vous disiez, issu d'une famille très politisée, de syndicalistes, votre conscience politique à vous, elle arrive quand? Ben, elle arrive très tôt, puisque je vous dis, chez moi, j'ai toujours entendu parler de politique, toujours assisté à des débats passionnants, houleux, ce que vous voulez, enfin, sur la politique. Ma mère, donc, est encore aujourd'hui, elle est toujours en activité, elle est encore aujourd'hui très engagée au sein de son syndicat. Je pense qu'elle est venue extrêmement tôt. Elle est venue. Et vous vous dites, la politique, comment se matérialise cet engagement? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, j'avais pas... Vous êtes dans les syndicats étudiants? Non, pas du tout. Même pas. Donc, je pense pas qu'à cette époque, j'avais véritablement d'aspiration politique. En revanche, la politique, effectivement, faisait partie du quotidien. La défense, en l'occurrence du salarié, faisait aussi partie du quotidien, des conversations quotidiennes, etc. Et je pense que mêler à ce qui faisait que, à l'époque, j'avais déjà envie d'être avocat et ce que je vous disais, la justice sociale, l'égalité homme-femme, etc. Je pense que c'est un peu pour les mêmes raisons, finalement, que le choix de la politique a été celui-ci. Naturellement, je pense, ouais. Et puis après, les rencontres qui font que on vous met un peu plus le pied à l'étrier, etc. Comme par exemple? Par exemple, là, en tout cas, de manière contemporaine, je dirais Jean-Christophe Angelini, Jean-François Cazalt, des gens comme ça. Alors, Julia, donc, vous passez votre concours d'avocat. Oui. À Nice. À Marseille. À Marseille, pardon. Et ensuite, il se passe quoi? Ensuite, donc je fais, alors en éternel étudiant, je retourne un peu à la fac, puisque une partie de mon stage, je profite d'une partie du stage pour refaire une demi-année, disons, à la fac de droit, pour découvrir un peu l'urbanisme, l'immobilier, etc. Et ensuite, je rentre au cabinet Maria Gibollet pour mon stage d'avocat. Ajaccio. À Ajaccio. Et vous décidez de vous inscrire au barreau d'Ajaccio, de rester là? Oui, là pareil, de manière naturelle, je ne me suis pas vraiment posé la question. J'ai démarché un peu certains cabinets sur Ajaccio. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer le cabinet de Maître de la Foat. Donc nous étions, je crois, en 2009, me semble-t-il. Et j'ai passé 8 ans à ses côtés avant qu'il prenne sa retraite et que je reprenne le flambeau au cabinet. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier? Vous avez dit l'esprit de liberté, l'esprit de justice, mais est-ce que vous avez une spécialité en tant qu'avocat? Est-ce que vous vous êtes dit, finalement, je vais aller plus vers le droit pénal, le droit familial, le droit d'urbanisme dont vous parliez? Oui, alors dans des barreaux comme le nôtre, c'est compliqué d'être vraiment spécialisé et de n'exercer qu'une matière, parce que le tissu économique fait que, parce que nous sommes un petit ressort, etc. Mais c'est vrai que là aussi, naturellement, je dirais, je me suis orientée vers le droit pénal, comme beaucoup de jeunes avocats qui commencent. J'en fais encore aujourd'hui, ça me plaît toujours autant, mais c'est vrai que j'en fais un peu moins. Et aujourd'hui, effectivement, je fais pas mal de droit immobilier, de droit des assurances et surtout de droit des assurances de la construction.
Il y a besoin en Corse? Ah oui, enfin, je pense qu'on a, on a besoin d'avocats, où qu'on soit. Sur cette spécialité-là, droit de la construction, droit de... Ben oui, mais bon, on sait qu'en Corse, on construit pas mal. Et donc, on est souvent amené, enfin, je dirais peut-être pas chaque semaine, mais en tout cas, plusieurs fois par mois, je suis amenée effectivement à participer à des expertises en matière de droit de la construction, oui. Est-ce qu'il y a des affaires qui vous ont particulièrement marqué, des rencontres avec des clients aussi qui vous ont particulièrement marqué? Oui, ben oui, oui, effectivement, j'ai certains dossiers en tête. Alors, des fois, c'est le dossier en lui-même, je dirais. Donc, le dossier, je m'entends, hein, c'est pas le dossier papier, mais c'est voilà, c'est l'affaire, l'histoire, etc., qui est plus marquante que d'autres. Et puis, certaines fois, ce sont les gens eux-mêmes, les gens que l'on rencontre, et certaines fois, ce sont les deux. Et donc, est-ce que vous disiez, j'ai certains dossiers en tête, j'ai certaines rencontres en tête? Oui, bon, après, C'est difficile d'en parler. voilà, compliqué d'en parler. Et puis, bon, pas respect pour les gens qui franchissent la porte de nos cabinets, etc. Mais des dossiers compliqués, des dossiers émouvants, des dossiers touchants, des dossiers extrêmement fatigants dans lesquels on met toute son énergie, dans lesquels, des fois, on met tous nos espoirs, bon, parfois déçus, mais voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon avocat? Alors ça, je ne sais pas trop. Il faudrait peut-être demander à nos clients si déjà nous le sommes et s'ils sont satisfaits. Je pense qu'il faut travailler, bon, ça va de soi, c'est un travail qui nécessite bien évidemment de pas compter ses heures, de pas regarder sa fatigue, de pas forcément s'écouter, etc. C'est aussi un travail qui nécessite des mises à jour constantes, parce qu'on le sait, le droit est en constante évolution, donc il faut certainement pas rester à la traîne, et il faut se former, ou en tout cas travailler au quotidien sur la question, et bien évidemment suivre les évolutions du droit. Je pense qu'il faut être à l'écoute aussi des gens que l'on reçoit. Je pense qu'il faut avoir quand même un peu de caractère, parce que c'est un métier conflictuel, hein, donc le conflit avec nos contradicteurs, confrères, qui sont parfois nos amis dans la vie, bien souvent d'ailleurs, mais qui sont nos adversaires entre guillemets au sein des prétoires, avec les magistrats, etc. Comment on gère justement cette ambivalence entre amis dans la vie et contradicteurs? On y arrive? Oui, on y C'est une arrive. formation. Oui, je pense que c'est peut-être même un peu, alors inné, je ne sais pas, mais en tout cas, on l'acquiert, ça c'est certain. Et puis, de toute façon, encore une fois, dans des barreaux de taille à taille humaine comme le nôtre, il est indispensable de savoir faire la part des choses. Et effectivement, on peut se disputer, alors peut-être pas violemment, mais en tout cas se disputer au sein de la salle d'audience, sortir et aller déjeuner ensemble ou aller boire un café ensemble. Bon, ça me pose pas de problème personnellement. Et ça ne nuit pas aux clients? Ah non, ça justement, il faut veiller effectivement à, bien évidemment, défendre les intérêts du client, puisque je pense que c'est l'essence même de notre profession, et les liens d'amitié, d'affection, etc., que l'on peut avoir en dehors de nos cabinets ou de nos prétoires. Il faut qu'ils restent en dehors de ces endroits-là. Donc, avocate, vous entrez au barreau d'Ajaccio, et là, votre conscience politique, elle se matérialise aussi de manière différente. Oui, elle se matérialise parce que de la théorie, donc de fait, je passe à la pratique. Et on a beaucoup parlé cette semaine donc du sentiment de justice, de la révulsion contre l'injustice, de cette, de l'égalité, etc. Et tout ça, ça se matérialise au quotidien, puisque en tant qu'avocat, nous sommes effectivement confrontés, malheureusement, à des injustices, à de la misère, à de la souffrance, à des inégalités, etc. Donc ça se matérialise, et du coup, la conscience politique, je pense qu'elle grandit au contact de cette réalité. Avec des rencontres aussi, vous disiez Jean-Christophe Angeline, Jean-François Casalt? Oui, avec des rencontres donc, qui font que... les rencontres, elles sont antérieures, mais des discussions, des participations à des réunions, etc., qui font que les choses se mettent en place. À quel moment vous décidez de vous engager?
Alors disons que l'engagement, puisque bon, je ne suis pas née nationaliste, hein, ça c'est une certitude et ce serait un mensonge que de dire le contraire. L'engagement il se fait, disons, aux alentours de 2014, lors de la dernière campagne municipale. Et puis finalement les choses sont allées plutôt vite derrière. Très vite. Dans votre famille, on était plutôt quelle tendance politique ? Alors dans ma famille maternelle, on est très communiste, encore aujourd'hui. Donc je vous le disais, très syndicaliste, très, etc. D'ailleurs, ça aussi, ça fait partie des souvenirs un peu marquants. La première fois que je monte à Paris, c'est pour aller voir Georges Marchais à la Fête de l'Humanité. Lorsque Georges Marchais est mort, je pense que si ma grand-mère avait pu décréter un jour de deuil national, elle l'aurait fait sans hésiter. Donc je grandis dans cet univers-là. Du côté paternel, on est plus à droite. Et en revanche, pas mon père, puisque mon père, c'est un gauchiste convaincu, un humaniste. Et dans ces années, enfin en tout cas, disons un 68ard, un post-68ard, presque un peu anarchiste des fois. Votre engagement nationaliste, du coup, il est vécu comment ? Il est vécu très bien parce que, en revanche, des deux côtés, j'ai évolué avec des gens qui m'ont toujours donné l'impression d'avoir un sentiment très régionaliste, que ce soit ici ou à Nice, donc avec la langue, la culture, etc. Et du coup, de part et d'autre, il est très bien vécu. Bon, ça donne lieu quand même à des discussions particulières avec ma grand-mère, mais sinon, il est bien vécu. Qu'est-ce qui fait justement que vous vous retrouvez, vous, dans le nationalisme ? Je vous dis encore une fois, je pense tout simplement, vous savez, alors je dis pas que je réfléchis pas, je pense que je suis plutôt quelqu'un justement de réfléchi, etc. Mais je suis aussi très spontanée. J'ai tendance à suivre et mes envies et mon instinct, mes intuitions, etc. Voilà, le déroulement des choses a fait que je partageais évidemment des idées avec ces gens qui sont aujourd'hui donc mes collègues élus à l'Assemblée, mes amis, etc. Et tout naturellement, parce que éprise de défense, etc. Alors vous savez, je pense qu'en tant qu'avocat, donc on défend, ou en tout cas on a envie de s'occuper des justiciables, etc. En tant que politique, je pense qu'on a la même envie, mais qui s'applique aux citoyens. Et encore une fois, tout ça s'est fait, voilà, tout ça se rejoint, tout ça est entremêlé. Et pour terminer, Julia Thibert, quelle place pour la vie privée dans tout ça ? Une place pas très importante, puisque les journées sont pas extensibles. Donc on le disait au début de la semaine, j'étais une enfant assez vive et active. Je crois que je le suis toujours. J'ai pas mal d'énergie pour l'instant, et je me dis que tant que cette énergie est là, autant en profiter et la mettre à profit. Donc c'est vrai que je multiplie un peu les activités, mais j'essaye en tout cas de m'attacher à bien faire les choses, etc. Puisque l'objectif, c'est pas non plus de faire 1000 choses en même temps et de faire mal ce qu'on fait. Pour l'instant, j'ai de l'énergie, donc pour l'instant, je continuerai. Après, je me reposerai un petit peu. Merci beaucoup Julia Thibert d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. Merci à vous. On vous retrouvera sur les bancs de l'Assemblée de Corse. Sur les bancs de l'Assemblée ou dans le prétoire. Et dans le prétoire, et peut-être aussi pour les municipales. On verra bien. À Ajaccio, on verra bien. Merci et à très bientôt. Allez, à bientôt.